m'appelle Jean-Claude Masse, je suis membre de Juristes Solidarité, qui est l'organisation, l'association qui vous invite à cette rencontre, cette première rencontre Agir le droit, qui va en appeler d'autres dans les prochains mois, on espère, dans le cadre d'un partenariat avec l'espace Vous et moi. Merci de cet accueil. Vous voyez dans des conditions topissimes pour de la réflexion, de la discussion, de l'apéro. Simultanément, si vous voulez, ou en deux temps. Nous, on a prévu, après la rencontre, dans 1 heure, 1 heure et demie, de tous être à l'apéro. Donc, j'espère que vous pourrez rester jusqu'à 22h30 pour continuer. Deux mots peut-être sur Juristes Solidarité en introduction. Juristes Solidarité, c'est une association qui a été créée dans les années 80 par un collectif de militants, paysans, travailleurs sociaux, acteurs associatifs, dont Jean Decine, une personne que je souhaitais citer, et qui avaient tous fait l'expérience personnelle dans leur engagement citoyen, d'un rapport au droit alternatif, d'une capacité à pouvoir utiliser le droit comme un outil de mobilisation collective, comme un outil de lutte, comme un outil de création de rapports de force. Et ce collectif-là, donc d'acteurs différents, ils se sont dit, si nous on y est arrivé en étant non-juristes, de pouvoir avec d'autres se mobiliser, sortir de ce rapport au droit un peu subi et devenir des acteurs de droit, probablement qu'ailleurs, un peu partout dans le monde, il y a d'autres personnes, d'autres citoyens, d'autres habitants, d'autres acteurs qui font la même chose, et d'où l'idée de créer cette association Juristes Solidarité pour mettre en lien ce que juriste a appelé plus tard les pratiques populaires de droit ou les pratiques alternatives de droit, qui du coup mettaient au centre des mobilisations les personnes principalement concernées. Ce travail de Juristes Solidarité de 89 à 2012, il a donc conduit à mettre en lien, à promouvoir, à identifier en Afrique, en Amérique latine, en Asie, toutes ces expériences-là, pour faire en sorte qu'elles puissent se parler et se renforcer dans leur action et leur mobilisation. En 2012, on est quelques-uns de Juristes Solidarité de l'époque à avoir fait le choix de suspendre l'association parce qu'on n'avait plus de moyens humains et financiers et puis qu'on ne voulait pas faire des projets qui contrevenaient au projet initial. Et donc on a suspendu l'activité. Boris était là, Patricia aussi dans la salle, font partie des anciens de Juristes Solidarité. C'était mieux à ce moment-là de le poser comme ça. Et 10-11 ans après, donc en 2023, on est quelques-uns à se dire que ce serait intéressant, dans le contexte politique et social d'aujourd'hui, de relancer cette association avec un noyau dur qui est à l'origine de cette soirée. Cécile, Julien, genre je ne dis pas les noms, ils se présenteront quand ils prendront la parole au fur et à mesure de la soirée. Nicolas au fond là-bas, un deuxième Nicolas, je ne sais pas où il est, je sais pas, voilà, Julie quelque part qui est devant, voilà, on est Oscar pardon qui est là aussi, donc on est quelques-uns à être à l'origine de cette relance, parce que ce qui avait conduit à animer Juristes Solidarité il y a 10 ans ou il y a 20 ans est toujours vrai aujourd'hui sur l'enjeu de se re-questionner sur notre rapport au droit et essayer de sortir de cette relation un peu soumise et de devenir des acteurs de droit à part entière. Et le droit aujourd'hui encore, c'est un outil de mobilisation et de lutte. Alors le contexte a un petit peu changé. Par rapport à il y a 10 ans ou 12 ans, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ont investi, qui sont réappropriés ces questions de mobilisation autour de la question du droit. Mais on s'est dit que peut-être qu'on avait notre place, nous aussi, à côté des autres, en complémentarité, du fait notamment que, voilà, pendant 20 ans, on a sillonné un petit peu plusieurs pays dans le monde et on a rencontré pas mal d'acteurs qui se mobilisaient sur les pratiques alternatives de droit et qu'on avait peut-être des choses à partager encore aujourd'hui, ou même 10 ans après. En fin de rencontre, on vous évoquera un petit peu quels sont les axes de travail qu'on envisage à Juristes Solidarité pour la suite. Et je vais laisser Cécile présenter juste les rencontres Agir le droit en complément de mon introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir, merci beaucoup d'être toutes et tous là. Je vais vous présenter en 2 mots, donc moi je suis Cécile Poletti, aussi du coup faisant partie de juristes. Rapidement, en fait, cette première... là, c'est la première soirée d'un cycle de rencontres Agir le droit, où l'idée c'était, enfin l'envie, c'est de faire connaître les luttes judiciaires et juridiques actuelles, comme ce soir, mais également il y aura peut-être des rencontres où on parlera de luttes passées, où la société civile, donc ça peut être des associations, des mouvements sociaux, des collectifs, ont utilisé le droit comme outil de revendication et de lutte. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière, de donner à voir et
même voilà, de questionner un peu ces différents récits, de voir les enseignements qu'on peut en tirer et de voir justement comment le droit peut être un outil de mobilisation, comment le droit est un outil vivant, comment on travaille l'usage politique du droit comme un outil en complémentarité avec d'autres outils de lutte, mais qui peut voilà, être aussi un outil central. Donc je voudrais vraiment remercier beaucoup la Quadrature du Net et notre affaire à tous d'être là ce soir et d'avoir accepté d'être là pour cette première rencontre d'Agir le droit, et Anton de Mediapart qui va l'animer. Voilà, donc je leur laisse la parole voilà, pour vous présenter et rentrer vraiment dans le dur. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est à moi que revient l'honneur de lancer cette première rencontre, donc intitulée Lutte judiciaire et mobilisation citoyenne. Et l'idée, c'est donc de faire échanger et d'interagir entre deux initiatives récentes, très actuelles et assez innovantes, justement de mobilisation dans deux champs assez différents, de mobilisation populaire, citoyenne, à travers des initiatives judiciaires donc, qui ont été lancées d'abord par la Quadrature du Net, on en parlera sur le volet Technopolis, et peut-être plus connu parce que ça a débouché sur des décisions assez importantes et qui ont été très commentées, notamment en 2021 et puis pendant la campagne présidentielle avec notre affaire à tous. Donc pour la Quadrature du Net, pour vous présenter les intervenants, on a Martin Drago, qui est membre de la Quadrature, ancien salarié, et Bastien Lequérec, qui est salarié toujours de la Quadrature du Net. Et pour notre affaire à tous, donc on a Justine Ripoll, qui est à ma droite, chargée de campagne, et donc qui a travaillé sur l'affaire du siècle. Pour rappeler juste en deux mots, comme ça après on rentrera plus concrètement dans le sujet. Donc l'affaire du siècle, initiative lancée en 2019, avec une pétition énorme, 2,3 millions de signataires qui se sont donc associés à cette initiative. Une première décision du tribunal administratif de Paris en février 2021 qui tient l'État coupable donc, de carences fautives pour ne pas avoir respecté les engagements climatiques de 2015 à 2018. Et ensuite, en octobre 2021, une seconde décision qui ordonne au gouvernement de réparer le préjudice écologique avant la fin de l'année 2022. Et la Quadrature du Net, donc c'est une initiative plus récente, lancée en septembre 2022, qui est adossée à un peu plus de 15 000 personnes, c'est ça, plus de 15 000 personnes qui ont donné leur mandat pour s'associer à cette initiative, avec un objectif assez ambitieux et clair, qui est le démantèlement d'un certain nombre de techniques de Technopolis déployées ces 20 dernières années, je crois avec 3 axes, si je ne me trompe pas, les caméras de vidéosurveillance, le fameux fichier TAGE des antécédents judiciaires, on en a beaucoup parlé ces dernières 24 heures avec le drame de Nanterre, où un certain nombre de médias ont cru bon mentionner les 15 mentions otages de Naël, la victime à Nanterre, et on voit bien à travers cette polémique-là à quel point ce fichier rassemble à peu près tout et n'importe quoi sur les personnes, et la porte-parole du ministère de l'Intérieur a été obligée même de le reconnaître sur France Inter ce matin. Donc ça c'est le deuxième volet, et le troisième volet c'est les données biométriques liées notamment à tout ce qui est maintenant passeport biométrique, etc. Donc c'est un recours qui est au début et qui n'a pas été encore audiencé devant la CNIL. L'idée, la première question que je voulais vous poser, pour poser un peu le cadre, c'est pourquoi dans vos différentes dynamiques, ça vous a semblé important, nécessaire d'adosser à une mobilisation, c'est-à-dire soit de l'accompagner avec une pétition, soit de faire porter le recours devant la CNIL par plusieurs milliers de personnes. Quel a été le cheminement pour prendre cette décision ?
Ouais, alors je pense que le premier truc, c'est que Technopolis, nous, on l'a toujours vu comme une initiative de mobilisation. Donc très rapidement, la Quadrature du Net, au début, on était plus sur tout ce qui est Internet et surveillance dans l'Internet. Et puis Technopolis, c'était aussi se rendre compte que peut-être qu'on pouvait apporter des choses sur tout ce qui était surveillance de l'espace public, c'est-à-dire au-delà des caméras de vidéosurveillance, un nouveau type de surveillance qui se mettait en place, qui était l'utilisation de l'intelligence artificielle, même si c'est hyper flou, mais je vais utiliser ce terme-là quand même, pour détecter des comportements suspects, c'est-à-dire des gens qui se mettent à courir, des tags, etc. Bref, on voyait que tout ça se développait en France, qu'il n'y avait pas trop de suivi. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, par Technopolis, justement, on va essayer non pas de centraliser tout à Paris et à la Quadrature du Net, mais on va essayer de faire un mouvement un peu collectif pour que tous ensemble, on arrive à se mobiliser, documenter. Et donc, à la base de Technopolis, il y avait ça. Et donc, c'est pour ça que, quand on a lancé cette action et cette plainte devant la CNIL, en fait, c'était un peu consubstantiel au truc. C'est-à-dire se dire, bon, bah, en fait, on a tous fait ça ensemble. Ça fait 5 ans qu'on analyse, enfin, 3-4 ans qu'on analyse ça tous ensemble. En fait, on continue ce mouvement commun. Et après, juste, et peut-être Bastien sera très complété, je ne vais pas trop parler, mais on avait fait aussi une plainte déjà devant la CNIL avec plusieurs milliers de personnes contre les GAFAM, Google, Facebook, Amazon, etc. Donc on connaissait la procédure et on avait eu quelques succès sur cette plainte parce qu'on avait abouti. Bon, alors c'est l'enfer parce que c'est voir si Google respecte nos données personnelles ou pas. Évidemment que non. Et donc on avait eu des sanctions énormes, notamment contre Amazon à 700 millions, 740 millions. Donc on voyait que ça pouvait marcher et que c'était la même chose. C'était des plaintes collectives à dizaines de milliers de personnes qui avaient plutôt bien fonctionné. Ouais, pour compléter, Technopolis, on l'a lancé en 2019 pour justement étendre ce que faisait la Quadrature. Je me permets de compléter ce que tu disais en introduction. La Quadrature, nous, c'est une association qui existe depuis 2008. Et c'est vraiment avec la campagne Technopolis qu'on a voulu intégrer les personnes dans nos activités. En 2018, quand on a lancé nos premières plaintes dites RGPD, donc devant la CNIL, l'idée c'était de tester ces nouvelles procédures collectives. Donc on a eu environ 10 000 personnes qui ont rejoint le recours. Donc il y avait la Quadrature du Net qui était mandatée pour représenter 10 000 personnes dans ce contentieux-là. L'idée en 2018, c'était avant la campagne Technopolis, et donc c'était plus pour tester ces plaintes-là. On ne savait pas trop si on arriverait dans des plaintes qui ne sont pas devant des juridictions, qui est devant la CNIL et donc devant une administration. On ne savait pas trop si ça allait marcher, on ne voyait pas ce que ça pouvait nous apporter en termes de politiquement. Et une fois qu'on a testé ça une première fois en 2018, où il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, effectivement, il y en a d'autres qui sont à garder. Dans le cadre de notre campagne Technopolis, où on avait commencé justement à intégrer un maximum de collectifs locaux et à les aider à se structurer, c'était, comme l'a dit Martin, effectivement logique qu'on continue cette logique d'intégration du public et de faire en sorte que chacun et chacune puisse être acteur et actrice de ce contentieux et de cette mobilisation. J'ai pris plein de notes, c'était hyper intéressant, parce que je connais du coup tout l'historique. Du coup, notre affaire à tous, ça a répondu à j'ai l'impression, une logique un peu différente, où ils sont partis tout de suite avec cette intuition qu'il fallait utiliser le droit, qu'il fallait utiliser la mobilisation citoyenne, et que c'était vraiment une espèce de mouvement aussi un peu fondateur. Du coup, si je repars de l'historique, tel qu'on me l'a transmis, parce que je n'étais pas là à l'époque, c'est vraiment inspiré de l'intuition qu'en fait les règles environnementales et le droit environnemental n'étaient pas respectés depuis des années, et que c'est pas parce qu'il allait avoir en grande pompe l'accord de Paris et l'inscription d'objectifs climatiques que ça allait vraiment changer la donne. Et donc ces accords étaient finalement en train d'être signés pendant qu'il y avait déjà des juristes, principalement des femmes jeunes, je pense que c'est important aussi de le mentionner, qui se sont dit, en fait, nous on va faire comme a été fait aux Pays-Bas, c'est-à-dire on va essayer d'attaquer l'État pour une action climatique, et on va le faire avec ces bases de
Ils ont inscrit ces objectifs internationaux non contraignants dans le droit, et ça va être notre porte d'entrée pour aller faire reconnaître à la fois un retard, une inaction, et aller essayer de titiller un peu les contre-pouvoirs, et aller redonner un peu de confiance aussi aux citoyens en disant on ne va pas répéter pendant des années que l'État n'agit pas assez sans rien faire. Là, le but, c'était vraiment de se dire comment on s'outille dès maintenant pour des combats qui sont perdus d'avance si on n'a pas d'autre manière de faire, et donc de le faire aussi en complémentarité avec beaucoup de choses qui se passaient. D'où le fait que le lancement de l'affaire du siècle, au-delà de toute la réflexion sur on veut faire la même chose qu'aux Pays-Bas, nous aussi on veut lancer une action en justice, on a les bases de droit pour le faire, c'était comment on pense la complémentarité de cet outil du droit dès le départ avec d'autres choses. Avec une vidéo avec des influenceurs très grand public, mais qui vont ramener beaucoup de signataires jeunes, et c'est important d'aller toucher les jeunes pour leur faire comprendre que ce procès c'est aussi le leur. Faire tout un travail aussi d'aller appeler toutes les associations françaises qui ont un tant soit peu un lien avec la question environnementale et dire c'est une occasion que ce soit aussi votre procès. Relayez la pétition et on va essayer de faire nombre. Alors clairement, ils ne s'attendaient pas à 2,3 millions de signataires. Et pour la petite histoire, ça aurait pu être plus si on s'y attendait, parce que du coup le site a complètement explosé, il y a plein de signatures qui n'ont jamais été validées, etc. Donc il y avait vraiment un côté, on était dépassé par la situation, parce qu'elle était complémentaire de plein d'autres choses. Elle était complémentaire de la démission de Nicolas Hulot, elle était complémentaire de mobilisations qui devenaient de plus en plus massives, comme les marches pour le climat. Donc tout ça a créé un peu un momentum qui a fait qu'on a émergé au lancement de cette action en justice. On voulait émerger, mais on l'a peut-être fait plus que ce qu'on voulait. Mais par contre, ça faisait partie de cette stratégie au départ tout de suite, de se dire comment c'est un outil en plus qui est complémentaire des autres, et qui va redonner du sens aux autres. Parce que aller titiller des contre-pouvoirs, aller utiliser des outils institutionnels, c'est aussi une réponse qui, a posteriori, est pareil, hyper intéressante de se dire, en fait, nous, on n'est pas là, éco-terroristes, à vouloir casser la démocratie. On est celles qui croient qu'il y a des contre-pouvoirs, qu'ils peuvent encore être activés, qu'ils peuvent encore finalement être un moyen de pression sur l'action ou l'inaction des gouvernements. Et donc j'ai l'impression que ça faisait vraiment partie de l'ADN de notre affaire à tous quand ils l'ont lancé. Ils sont allés chercher des partenaires, plein qui n'y croyaient pas, certains qui ont décidé de rester et de partir dans cette aventure avec nous. Et puis là arrivent les gilets jaunes. Et ça met en péril aussi un peu toute cette réflexion super optimiste de dire, mais en fait, là d'un coup, il y a une mesure qui est censée être climatique, qui est en train de créer un chaos dans le pays, qui est en train de créer une révolte qui est légitime. Est-ce que c'est le meilleur moment pour aller attaquer l'État en justice pour une action climatique? Ça a été beaucoup de débats et au final la réponse était oui, encore une fois pour les mêmes raisons. C'est des questions démocratiques, il faut pointer du doigt ceux qui sont vraiment avec la main sur les leviers et montrer aux gens qu'il y a voilà, des manières aussi démocratiques de continuer à activer des choses, et tout ça est très complémentaire de la désobéissance civile, des manifestations, du plaidoyer et autres stratégies, parce que le but c'est vraiment de créer des fronts un peu partout. Justement, dans la continuité de ce que tu disais, qu'est-ce que ça induit dans vos organisations respectives, le fait d'adosser vos plaintes à une masse de personnes? Est-ce qu'il y a un travail préalable nécessaire de vulgarisation, de faire comprendre la démarche, de partage de stratégie, voire même d'accepter d'être, quand on est juriste, d'être bousculé en fait par des questions de gens qui ne le sont pas forcément? Et est-ce que ça a été une volonté aussi pour vous de partager en fait votre raisonnement, ou est-ce que c'est porté par un petit groupe de personnes et après on s'assure juste qu'il y ait une mobilisation derrière? Nous, à la Quadrature du Net, on fait du contentieux depuis fin 2014, début 2015. Donc, entre 2008 et 2014, on faisait un travail de plaidoyer très classique. On allait voir les députés, les sénateurs, au niveau européen, français. En 2014, fin 2014, on voit que ça ne marche pas du tout. Et à ce moment vient la réflexion de si on irait. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on aille tenter autre chose, et notamment aller voir les juges. Et donc en 2015, on lance notre premier gros contentieux contre le renseignement, qui ensuite nous a amené devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui a eu un assez important,
des conséquences assez importantes en ce qui concerne la question de l'état de droit après en France, mais on a toujours voulu que nos recours, alors déjà nos recours sont systématiquement adossés à une campagne. Faire un recours juste pour un recours, ça n'a pas de sens. En tout cas, nous, on monte toujours une campagne autour d'un recours. Finalement, le recours, c'est qu'un élément parmi d'autres, et si on perd le recours, c'est pas grave. Nos raisonnements politiques, ils sont toujours d'actualité, ils sont toujours vrais. C'est pas parce que le Conseil d'État dirait que notre raisonnement juridique ne serait pas bon que nos arguments politiques seraient invalidés. Et le contentieux, derrière, il sert aussi de levier à ce plaidoyer. Quand on va voir des élus en leur disant bah, « ça, ce que vous êtes en train de faire, c'est contraire à telle règle européenne en matière de droits fondamentaux, c'est contraire à tel principe, etc. » Ça renforce aussi notre crédibilité dans notre plaidoyer. Il y a un article de Daniel Lochac que j'aime beaucoup. Alors, j'ai plus le nom en tête, donc, qui est président émérite du Justi, qui écrivait dans un article il y a quelques années que on ne peut pas, enfin, le contentieux, c'est vraiment une arme pour le plaidoyer, et ça ne peut pas être autonome. Et vraiment, nous, à la Quadrature du Net, on ne veut pas faire quelque chose d'autonome. Et après, tous nos contentieux sont aussi librement disponibles. On publie toutes nos écritures. On ne va pas chercher à garder l'exclusivité sur ce qu'on écrit. On est très content quand d'autres avocats, d'autres collectifs s'emparent de ce qu'on peut écrire. Pour les drones, c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui a permis à un collectif lyonnais d'avoir une victoire contre les hélicoptères de surveillance. Nous, on a réussi pendant le Covid à faire interdire les drones avec un certain raisonnement juridique. Il y a un collectif lyonnais qui s'est emparé de ça, qui a réutilisé nos écritures, qui a réutilisé notre raisonnement et qui l'a appliqué à la question des hélicoptères de surveillance. Ce genre de diffusion de la connaissance contentieuse, au-delà de nos cercles, au-delà de cercles d'avocats qui seraient spécialisés dans le sujet, c'est vraiment un élément fondamental, presque un élément de l'ADN de la manière dont on fait du contentieux à la Quadrature. Après, je pourrais te laisser compléter, mais effectivement, moi, ça me fait réagir sur le côté quand tu dis un élément parmi d'autres. C'est vrai que du coup, nous, chez Notre Affaire à tous, ça peut pas être un élément parmi d'autres, parce qu'on fait quasiment que des contentieux ou que de l'utilisation du droit. Mais par contre, je suis d'accord avec toi que ça doit... En fait, c'est pas parce qu'il y a une décision négative que ça délégitime tout le propos. Ça peut aussi vouloir dire que la langue juridique était prise, les bases, la réflexion des juges... et pas tout à fait prête à accepter ça, et que du coup on lâchera pas le côté contentieux. Mais c'est vrai que du coup nous ça a une place un peu différente, puisque comme on est un acteur en permanence en discussion avec les juges, ça impose d'être très cohérent sur ce qu'on fait, un peu au quotidien, donc limite à être un peu obsessif sur le côté geeky juridique. Mais par contre je te rejoins complètement sur le côté arme de plaidoyer. Le côté, une fois que tu as cette action en justice, c'est vraiment une arme de plaidoyer, et nous on l'utilise beaucoup aussi comme une arme de plaidoyer en fait auprès des juges, des magistrats. De dire encore une fois, peut-être qu'ils nous donneront pas raison cette fois-ci, ou peut-être pas sur tout ce qu'on espérait, mais ce qu'on voit vraiment, à travers aussi les réseaux de nos bénévoles qui parfois travaillent aussi dans ces instances-là, c'est que les premiers contentieux sur des sujets, là je parle d'expérience climat, mais je pense que c'est vrai aussi avec ce que vous avez réussi à défricher, c'est que c'est la première claque. Là d'un coup le juge, on le rappelle à ses responsabilités, il découvre un nouvel enjeu, mais il n'est pas encore tout à fait formé à ça. Et donc plus il y aura aussi d'actions en justice bien pensées, plus ça veut dire qu'on pose des bonnes questions aux juges, qu'eux-mêmes se forment, se posent des questions et essayent d'anticiper aussi un peu les questions qu'on va leur poser. Et sur le côté effectivement, open source des mémoires, clairement on se reconnaît là-dedans. Et sur le côté, le fait que les gens effectivement doivent s'en emparer, ça fait partie de l'ADN au départ, parce qu'un contentieux, une victoire devant les tribunaux dont personne n'entendrait parler, a peu de chances de créer une pression sur les gouvernements, les ministères, etc. Donc effectivement, le but est toujours de la coller à une campagne. Par contre, cette campagne impose effectivement une forme de responsabilité supplémentaire et de redevabilité supplémentaire, qui peut parfois être un peu compliqué à gérer, parce que effectivement, quand on a une décision qui est négative, on a créé beaucoup d'attentes auprès des citoyens, et donc en fait, il ne faut pas les décevoir. Il ne faut pas avoir fait un coup de com',
faut pas avoir fait plus de mal que de bien qu'on voulait en faire, c'est-à-dire avoir finalement mis un peu les tribunaux sur une position défensive. Et là, on voit bien que la situation générale est quand même sur les questions de mouvements sociaux en général, plutôt sur la défensive. Donc pas faire plus de mal à la cause, et une forme de redevabilité dans la pédagogie que tu évoquais, de dire le but n'est pas de réussir à expliquer un mémoire très compliqué. Le but c'est de dire pourquoi est-ce qu'on porte ce combat aussi pour vous, pourquoi c'est un sujet qui est démocratique, qui devrait intéresser tout le monde, et qui devrait, je reprends un terme que tu avais utilisé, faire de nous tous des acteurs du droit, des acteurs de nos droits aussi en fait. Et ne pas laisser le droit être la chasse gardée des puissants, être une espèce de reflet, de rapport de force conservateur qui date du passé, et de se dire en fait ça nous concerne tous, et sur plein de sujets, ça devient même en vrai assez urgent qu'on reprenne un peu nos droits. Je remonte un peu le temps sur la quadrature. T'évoquais le tournant un petit peu de 2014-2015, quand vous voyez que les voies de plaidoyer politiques sont un peu bouchées, plus dans un moment politique en France avec le pouvoir Hollande et le tournant sécuritaire de cette période-là. Et je suis remonté un peu dans les archives et j'ai cru comprendre, tu me reprendras si je me trompe, mais qu'il y avait au départ un groupe d'une dizaine de personnes, avec juristes, avocats, mais aussi des activistes, justement, qui ne pratiquaient pas le droit, qui n'étaient pas des professionnels du droit, mais un avocat de l'époque expliquait qu'il y avait une logique, comme la recherche d'un bug dans un logiciel, dans l'analyse par exemple des décrets d'application d'un certain nombre de textes, et que ça apportait justement en termes de diversité d'approche une forme de richesse qui était, semble-t-il, fertile à l'époque. Est-ce que ce mode de fonctionnement-là, est-ce qu'il a perduré? Est-ce qu'il a porté ses fruits? Est-ce que vous avez atteint des limites? Et surtout, sur la durée, est-ce que vous avez réussi à tenir avec justement ces deux jambes, à la fois professionnels spécialistes, mais aussi de personnes qui ont peut-être un regard plus neuf? Je peux revenir sur la question d'avant mais à fond ensuite pour répondre. Non, mais rapidement par rapport à ce que les autres ont dit, moi sur l'écriture du contentieux déjà, le premier contre les GAFAM, ce truc avec 10 000 personnes, il a été rédigé, ce que tu disais au début, par un groupe d'experts, juristes et tech, technologiques, mais ensuite mis en commun avec une possibilité que tout le monde vienne participer à l'écriture du contentieux. Et moi, dans ma formation d'avocat, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que normalement, tu es tout seul devant ton ordi et tu écris ton truc et tu passes à l'associé du cabinet d'avocat qui enlève tout, qui refait tout. Mais alors que là, en fait, cette espèce d'écriture en commun et qu'on a gardée, et qui est assez cool parce que aujourd'hui encore, quand on écrit un contentieux, on l'écrit tous ensemble, en même temps, sur un document. Et ça, c'est un côté collectif hyper enthousiasmant à faire. Et ça rejoint aussi ce que tu demandais de qu'est-ce que ça fait de faire à 10 000 personnes un contentieux. Et au lieu d'être tout seul, ou même 4 devant ton ordi, tu as l'impression du coup de faire partie d'un mouvement politique. Et moi, j'ai jamais trop aimé le droit, mais là, pour une fois, de voir que quand t'es 10 000 personnes, c'est pas que tu portes la parole de 10 000 personnes, mais c'est que tu as l'impression de faire partie d'un truc plus cool que le droit, quoi, et que le droit, c'est juste un outil parmi une lutte politique. Et ça, je trouve ça vachement enthousiasmant, et du coup, les victoires, quand tu les gagnes, Amazon, bon, c'est rien pour Amazon 800 millions, mais bon, c'est cool de partager aussi ça et de le faire ensemble, quoi. Donc ça, il y avait vachement ce truc-là. Et juste un dernier truc sur cette question-là, moi je crois pas trop, après 4 ans de défaite de contention de surveillance, j'ai du mal à croire au contre-pouvoir que tu exprimes, je crois pas trop à tout ça. Et du coup j'ai vraiment tendance à avoir le droit, le contentieux comme un outil purement de bazar politique, quoi. Je sais pas comment dire ça, d'un peu de billard politique, et que c'est juste un outil parmi d'autres, et que c'est finalement la victoire ou pas. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on a un peu passé ce truc-là, de dire, bon, parce que enquêter, je pense que sécurité et surveillance, c'est quand même différent de l'environnement et qu'on perd beaucoup, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que arriver à 10 000, déjà, ton contentieux, c'est déjà pour... j'essaie de rester correct, j'arrive pas à trouver des mots polis, mais déjà, tu essaies de mettre la merde, quoi, dans le gouvernement, dans ces trucs, et que quand tu arrives à 10 000, ils sont encore plus déstabilisés, parce qu'ils savent plus trop. Et d'ailleurs, la plainte...
contre la CNIL. Même la CNIL est un peu déstabilisée par ce truc de dire mais qu'est-ce que vous êtes 10 000 contre la vidéosurveillance, c'est quoi ce truc et je pense que ça joue à les désarçonner un petit peu, quoi. Et sur ta question, après j'arrête, c'est la Quadrature, effectivement, à la base, c'est des geeks qui se forment au droit. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours expliqué, parce que c'est assez ancien quand même. Et effectivement, je pense que ça a apporté, même chose, cette déstabilisation de l'outil juridique, parce que c'est pas des juristes qui s'intéressent au droit, c'est des techs qui s'intéressent au droit, parce que le droit veut s'intéresser à la tech et à Internet, etc. Et on essaie de garder ça. Faut le dire quand même, on perd un petit peu. Bastien représente pour moi un peu les deux jambes de la Quadrature. Il est juriste et développeur et tech. Mais sinon, je pense qu'on est quand même un petit peu plus juriste que geek aujourd'hui. Tu me regardes, j'ai l'impression que tu es par tes yeux, mais voilà. En tout cas, moi, je n'ai pas ce truc-là, et je sais que c'est une discussion qu'on a beaucoup en interne, de dire est-ce qu'on devient trop juridique et plus assez expert, technique, etc. Et justement, ce mouvement-là, et aussi la notion du jeu des institutions et de ça, qu'est-ce que ça dit aussi politiquement, en fait, de devoir déployer la mobilisation citoyenne à travers des plaintes, des stratégies judiciaires et de ça. Ça veut dire que les voies de médiation politique, elles sont totalement bouchées, que la responsabilité politique, en fait, elle s'exprime que à travers maintenant une sanction judiciaire, que les gouvernements n'entendent plus que cela pour agir. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de... c'est-à-dire que la pression citoyenne, elle est obligée maintenant de se matérialiser par une menace de sanctions judiciaires, ou c'est le constat que vous dressez ou pas dans vos organisations, ou pour vous, il y a encore des voies de médiation possibles. On voit même sur le mouvement social, en fait, la réforme des retraites, il y a des millions et des millions de personnes dans la rue. En fait, on attend une censure du Conseil constitutionnel, quoi. Est-ce que pour vous, vous dressez le constat que en fait, le droit est devenu un chemin quasi exclusif qui pèse comme une épée de Damoclès sur les gouvernants? Effectivement, aujourd'hui, on est enfin, nous, on voit d'année en année une radicalisation des échanges entre les personnes qui détiennent le pouvoir et le reste de la société civile. Et que c'est de plus en plus compliqué d'échanger. Nous, on a fait ce constat en 2014, c'était avant les attentats de 2015, avant l'état d'urgence, et ça s'est amplifié avec l'état d'urgence et avec le fait qu'on était complètement inaudible. Aujourd'hui, c'est toujours très difficile de faire du plaidoyer sur des textes quand on est invité, parce que parfois on n'est pas invité, et il faudrait qu'on soit proactif pour démarcher le législateur, mais de temps en temps, au Parlement, on se souvient de nous, on nous invite, et c'est avec d'autres associations, et c'est pour nous faire la leçon. Il y a quelques semaines, sur un texte de loi, on a reproché à la Quadrature tout et n'importe quoi. Sur lequel sur le projet de loi espace numérique, qui veut réglementer la vérification de l'âge sur les sites à caractère pornographique, et à la LDH, la représentante de la LDH est carrément faite accusée d'être responsable du racisme dans le porno. Nous, à la Quadrature du Net, ça a été un procès en délégitimation parce qu'on ne se serait pas intéressé au porno et donc on n'aurait pas le droit d'avoir un avis sur ces questions-là. Donc vraiment, les rapports peuvent être très violents, très difficiles, et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir cette complémentarité, parce que je pense que si on n'avait pas toute cette activité aujourd'hui contentieuse à la Quadrature, on pourrait encore plus difficilement accéder aux législateurs et peut-être parfois au cabinet qu'on ne peut le faire aujourd'hui. Et donc ce volet plaidoyer, il est renforcé dans sa crédibilité, dans son écoute, par le fait que parfois on va vraiment titiller le pouvoir, où il a peur de cette bascule. En 2019, par exemple, sur la question du renseignement, on était devant la Cour de justice de l'Union européenne pour, en gros, savoir si les États membres de l'Union européenne peuvent surveiller leur population de manière généralisée sur Internet. C'était un contentieux qui venait de plusieurs pays, dont la France, donc nous on était à côté de d'autres associations, aussi des associations belges, et on a eu une coalition des États membres de l'Union européenne
pour faire pour essayer vraiment de mettre toute leur force dans ce contentieux pour surtout pas nous laisser gagner. Et finalement, on a gagné devant la CJE et ensuite au niveau français, on a perdu pour plein de raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas. Mais on voyait vraiment que en faisant cette action-là sur un sujet très particulier, le renseignement, on sentait que l'État avait peur. Parce que ça remettait en question sa manière de faire, ça remettait en question les pouvoirs qu'il avait, et forcément derrière, sur ces sujets-là, on a écouté. On ne pourra pas nous faire un procès en illégitimité sur ces sujets-là, mais on ne peut pas faire des contentieux sur tous les sujets, mais au moins ça permet le contentieux permet un peu de ne pas être marginalisé dans un contexte où c'est de plus en plus difficile de discuter avec les institutions publiques. Ouais, complètement. Je pense que de toute façon, tous ceux qui s'embarquent dans des contentieux stratégiques sur des questions, peu importe les questions, c'est clairement que le débat, enfin les autres espaces de débat ont été bloqués. Je connais personne qui invoque pas cette décision dès qu'il part sur des questions un peu de contentieux national, local. C'est vraiment le côté, en fait, on se fait plus entendre, donc on a envie de passer par d'autres méthodes. Du coup, pour moi, en vrai, ça fait vraiment quand même écho à peut-être plus optimiste, mais à une vision aussi un peu de la question de la démocratie. C'est-à-dire que quand tu as l'impression que l'espace il est bloqué auprès des ministères, auprès des parlementaires, et que tu vas chercher les tribunaux, c'est que tu n'as pas complètement lâché l'idée qu'on peut avoir un modèle fonctionnel, enfin, qui a encore certaines bases un peu fonctionnelles et qui serait temps de les réactiver avant qu'elles meurent. Par contre, effectivement, du coup, c'est d'où le côté plaidoyer auprès des tribunaux. C'est que sur les questions climat, et je pense que c'est un prisme, on voit qu'ils sont en train de se réveiller, qu'ils sont en train de s'auto-former, de eux-mêmes produire de l'expertise en amont pour pouvoir anticiper le moment où eux-mêmes auront à juger certaines choses, etc. Donc il y a vraiment cette volonté de se bouger un peu. Alors après, ils sont un peu perdus, ils n'ont pas les bases, mais du coup, à ce moment-là, quand ils se tournent pour avoir les bases, ils se tournent vers les gens qui ont porté les contentieux. Donc il y a quand même des dynamiques sur le climat et tout qui sont intéressantes, pas forcément toujours pour des bonnes raisons. Comme c'est une hype mondiale, il y a aussi une question d'ego, je pense. Enfin, il y a des gens ont plein de bonne volonté. Le but n'est pas si un juge écoute ça qu'ils disent oh là là, Faradou c'est en train de nous descendre en flèche. Mais je pense qu'il y a aussi des considérations humaines de dire, tu vois d'autres instances qui sont en train d'avoir des grosses décisions, etc. Il y a un ego voilà, humain qui se joue, de dire il y a une compétition internationale, mais c'est aussi des gens, encore une fois, qui sont humains et du coup qui ont leur biais à eux. Ils vont peut-être retoquer certains trucs sur un mot, une mini-interprétation. Par contre, ils sont moins corruptibles, on va dire, que les gens dans les ministères, que les parlementaires, parce qu'ils sont pas là en fait pour être élus, c'est des gens qui sont passés par des formations aussi, où tu as cette rigueur intellectuelle, cette validation par les pairs qui en font des gens un peu plus incorruptibles, on va dire, que je trouve intéressante. Par contre, c'est en ça que je trouve que ces événements qu'on crée là aujourd'hui et la dynamique de relancer des initiatives comme Justice Solidarité sont vraiment hyper importants. C'est que là, le mouvement climat, on a les œillères. On se rend pas compte que aussi beaucoup des victoires qu'on a, c'est parce qu'il y a une forme un peu de hype, de trucs un peu sexy du moment autour du climat, mais déjà on sent bien avec l'ambiance actuelle que la hype est en train de partir et qu'on va retourner à effectivement des confrontations plus classiques. Et à un moment donné, tout le monde pouvait dire je suis pro-climat, maintenant ils peuvent plus, et donc ça devient beaucoup plus difficile devant les tribunaux, dans les manifestations, etc., de se confronter à ce pouvoir-là, et c'est en ça que l'expérience, je pense, de mouvements qui ont utilisé la technique contentieuse sur d'autres sujets, il est ultra utile pour le mouvement climat aussi, pour pas être dans le... T'es un peu trop optimiste, un peu wishful thinking, on se dit tout va bien se passer et tout, il y a une ambiance, alors qu'en fait, dans 2 ans, l'ambiance, elle sera déjà complètement différente. Juste, j'en profite pour te relancer, tu as parlé de l'attitude des tribunaux, de la manière dont ils s'approprient cela, mais la stratégie de l'État, est-ce que tu peux la décrire? Est-ce qu'il y a, dans les différents recours que vous portez, est-ce qu'il y a un continuum? Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution dans les réponses de l'État? Ou est-ce qu'il y a une volonté juste de s'épargner une condamnation, un risque de condamnation avec un risque réputationnel important, mais en s'attachant juste à des détails de points de droit,
sans essayer d'aller vraiment sur le fond des choses et de remporter des victoires plus politiques. Du coup, je vais me répéter parce que du coup, ou alors je vais avoir l'air monomaniaque, mais du coup, vraiment pour le coup de l'expérience, c'est que du coup, c'est un appel à désagréger ce qu'on dit quand on dit l'État. C'est que ceux qui répondent et qui produisent les mémoires en défense, c'est les ministères. Et c'est même pas les porte-paroles des ministères qu'on voit dans les médias, c'est un juriste du cabinet ministériel qui bosse le truc. Et clairement, je pense qu'une partie du fait que l'État ne répond pas toujours, là typiquement on a une décision de justice aujourd'hui, l'État n'a pas répondu, je pense que ça peut être sur des questions pratico-pratiques de les porte-paroles, c'est pas ceux qui suivent le dossier, donc là il y a tout un truc de mise à jour, de comprendre la décision pour eux, qui va mettre un peu de temps. Décision aujourd'hui sur les pesticides. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment ce besoin de désagréger ce qu'on met derrière l'État, aussi parce qu'encore une fois, on a envie de parler aux êtres humains qui sont derrière ces images-là. Et donc, les ministères, oui, ils sont dans une position, ils argumentent même pas de dire on n'a pas fauté, ils sont dans un argument de dire pénalement, légalement, juridiquement, en fait, vous ne pouvez pas nous condamner parce qu'on a respecté toutes les règles de droit. Donc, ils sont vraiment dans le fait de se dédouaner de leurs responsabilités. Les tribunaux, eux, commencent à percuter effectivement qu'ils ont un rôle à jouer dans tout ça et que probablement le manque de confiance dans les institutions, ils sont peut-être une des institutions qui est capable en fait d'y répondre de manière un peu plus rapide que les autres. C'est des dynamiques plus ancrées. Sur la question des pesticides, on veut une refonte du système d'évaluation des pesticides. On vise une agence qui s'appelle l'ANSES, qui est une agence publique. C'est aussi l'État. Le Parlement, c'est pas tout à fait l'exécutif non plus. Le Parlement, quand il y a une condamnation de justice, ils ont bon dos de dire c'est Macron, c'est les gouvernements qui sont condamnés, en attendant les parlementaires aussi. Donc, désagréger l'État permet justement d'utiliser ce dossier juridique et ces condamnations comme un outil de plaidoyer au bon moment, aux bons endroits, parce qu'on va amener chaque personne avec ses propres logiques, où qu'elle soit dans les fonctions étatiques, à se dire c'est quoi ma responsabilité si je veux pas que les institutions se délitent, que les gens perdent la confiance et qu'on n'arrive pas à régler des problèmes comme les problèmes sécuritaires qui se posent aujourd'hui, comme les questions climatiques aussi. Juste, à chaque fois que je te fais une nouvelle question, mais sur l'idée quand même qu'il y a certes une volonté partagée d'associer vos recours et de l'adosser à des mobilisations collectives, mais il y a quand même, on le voit en parlant, deux dynamiques très opposées. Je reprends ton mot, c'est la hype environnementale, c'est pas vraiment la hype sur les libertés publiques individuelles en ce moment. Et il y a, du point de vue du droit, quand même, un terrain qui d'année en année s'effrite, et en termes de marge de manœuvre, tu donnais l'exemple sur les drones pendant le Covid. Les drones en manifestation, ils ont fait leur apparition là. Il y a toute la reconnaissance faciale autour des Jeux Olympiques. On sent qu'il y a le train est parti depuis longtemps, mais ça continue à accélérer, quoi. Est-ce que on se dit à un moment, on va arriver à un état du droit et de la législation en France tel que en fait, les failles qu'on pouvait détecter avant ne sont plus du tout évidentes, et justement la réaction de l'État à votre travail, ça a été elle n'a pas été du tout vertueuse, mais au contraire de colmater les brèches qui existaient avant, et toute la voie que vous avez ouverte, en fait, est-ce que ça se restreint pas actuellement? Ça déprime. Ouais, un petit peu. Des questions optimistes à la fin. Non, c'est sûr. Après, il y a un truc déjà, l'état sécuritaire qu'on a aujourd'hui a toujours de l'imagination. Donc, c'est assez impressionnant de voir année après année dans la veille qu'on fait pour Technopolis, donc cette espèce d'analyse de la surveillance augmentée, on va dire, de voir chaque année les nouvelles idées qu'il y a, quoi. Donc ça, c'est sûr que je te dis, par exemple, typiquement les drones. Aujourd'hui, à la base, c'était les caméras vidéosurveillance. Tu dis, là, c'est déjà pas mal. On n'arrive même plus à compter le nombre de caméras qu'il y a aujourd'hui dans la rue. Ensuite, ils mettent des caméras sur les policiers. Ensuite, tu as les drones. Ensuite, les drones, on va leur mettre une capacité d'analyser les mouvements par intelligence artificielle.
Et dans certains contentieux qu'on a contre la police, on voit aussi des préfets maintenant qui demandent des lampes sur les drones pour pouvoir filmer la nuit. D'ailleurs, je pense qu'en ce moment, ils aimeraient bien en avoir. Et aussi des lanceurs de marqueurs codés, c'est-à-dire des dispositifs de marqueurs de gens dans les manifs, quoi. Expérimenté à Sainte-Soline. Expérimenté à Sainte-Soline dans un cadre juridique totalement flou, d'ailleurs, mais effectivement. Ouais, exactement. Donc effectivement, il y a déjà ce truc mais il y a cette impression d'accélération, quoi, qui est assez impressionnante. Nous, en face, quand même, j'ai pas l'impression de former les juges. Enfin, je pense que c'est sur la question des données personnelles, etc. En fait, je trouve ça toujours assez fou, comme tu arrives avec un contentieux, typiquement les drones, de dire en gros à la juridiction administrative, bon bah c'est trop dangereux pour nos libertés de mettre des caméras volantes dans le ciel qui ont une capacité d'analyse incroyable. Et à la fin, tu finis en débat juridique sur une technicité du débat juridique, mais qui est pensée évidemment par la défense et par l'État, c'est-à-dire où tu finis par discuter du nombre de pixels dans la caméra du drone, etc., mais en fait l'article 9 de tel texte, etc., où à la fin tu rentres d'une technicité qui, c'est normal, hein, c'est le principe évidemment du droit militant, mais où tu perds la politisation du truc, et tu as l'impression qu'à la fin tu te dis non, mais en fait c'était pas ça, je voulais pas parler moi de l'article 9, paragraphe 2, etc., je voulais parler et ça je trouve que c'est assez marquant, et c'est pour ça que je trouve que c'est une différence. Un dernier truc quand même sur l'accélération, je trouve qu'encore une fois les drones super... une super analogie, quoi. C'est notamment que les drones, au début, dans Technopolis, on s'est embêté à faire une cartographie des dispositifs de surveillance, des nouveaux dispositifs de surveillance. On commence en 2019 à la faire avec, bon bah là, Nice, Estrosi, qui invente toujours des trucs atroces, il fait des portiques de reconnaissance faciale. Et au début, on note le nombre de drones déployés. Et donc moi, sur la cartographie qu'on fait avec Bastien, on dit, bah là, tiens, il y a un drone, là, il y a un drone et tout. Et de me dire qu'en fait ça c'était en 2019 et que 3 ans après, 4 ans après, ça sert plus à rien parce qu'en fait les drones sont déployés toutes les semaines, je trouve que ça donne une idée de l'accélération technologique et effectivement de l'accélération flippante que tu décris, quoi. Et je finis sur ça pour faire déprimant aussi, mais oui, tu as totalement raison. Effectivement, nous on fait souvent on décrit souvent la France comme un pays où il y a vraiment beaucoup de choses qui vont mal, où on a une accélération sécuritaire, etc. Je pense aussi que derrière nos défaites, notre rôle c'est aussi d'augmenter le coût politique et de faire en sorte que si on n'était pas là, ça serait encore pire que tout ce qu'on voit aujourd'hui. On fait souvent, nous, une critique des institutions, particulièrement de la CNIL, où la CNIL, globalement, dès qu'il s'agit de l'État, elle est là pour l'aider, elle ne veut surtout pas lui mettre des bâtons dans les roues. Quand le gouvernement présente, par exemple, quand la proposition de loi sécurité globale est présentée, évidemment supportée par le gouvernement, même si c'était d'initiative parlementaire, la CNIL, elle est auditionnée au Sénat par la commission des lois, elle donne un mode d'emploi aux sénateurs pour légaliser les drones. Et elle leur propose de mettre l'étiquette de l'expérimentation pour s'affranchir de toutes les autres règles juridiques. Donc on fait cette critique, nous, des institutions et particulièrement de la CNIL, mais malgré tout, le fait qu'on soit là, le fait presque qu'on harcèle ces institutions-là, fait qu'elles ne peuvent pas faire tout ce qu'elles voudraient faire. Et le résultat, c'est quand même qu'au niveau de l'Union européenne, la CNIL, c'est une des autorités qui fait le plus de choses. On voudrait évidemment qu'elle fasse beaucoup plus, on voudrait qu'elle s'attaque à l'État de la même manière qu'elle s'attaque aux entreprises privées, mais en attendant, sur certains points, elle fait de bonnes choses. Ce qui manque, c'est l'élément politique, et c'est là où la critique des institutions a tout son rôle à jouer dès qu'on parle de l'État, mais le fait qu'on soit là, qu'on harcèle ces institutions, fait que l'État ne peut pas tout faire et qu'on aurait probablement pire pour la question des drones. On les fait quand même interdire pendant 3 ans, entre 2020 et 2023. Pendant 3 ans, on a réussi à avoir des manifestations sans drone. Qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait pas été là, puisque on savait que les contrats publics étaient passés, les commandes étaient passées. Malgré tout, même si il y a un mois, on n'a pas réussi à faire suspendre le décret d'application sur les drones, et que ces drones sont massivement utilisés, ça aurait probablement été pire
si on ne s'était pas mobilisé en 2020. Et donc, je suis le premier à dire que tout va mal, mais il faut aussi se dire que, comme on participe à augmenter ce coût politique, on n'est pas... on a vraiment il y a des conséquences pratico-pratiques qui sont difficiles à voir tout de suite, mais qui sont quand même là. Oui, là, je pense que c'est son rôle de nous challenger, mais si on est tous là, c'est qu'on est convaincu que oui, tout va mal, mais que c'est un outil pertinent pour aller essayer de faire en sorte que les choses aillent moins mal ou mieux. C'est marrant parce que du coup, ce que vous décrivez me fait penser au contentieux qu'on a contre les multinationales, donc devant le tribunal judiciaire. Où là, effectivement, on est sur la même logique, où il n'y a pas de décision au fond, pour l'instant, et en général, effectivement, il manque clairement cette composante politique, et donc on se retrouve embourbé dans les procès contre Total, BNP, Casino, dans des débats de procédure qui, clairement, oui, on sent bien que derrière, si on bug sur ces questions de procédure, c'est que c'est un peu révélateur de plus grands débats, mais clairement qui sont en fait complètement comme si ces débats avaient lieu sans être dans la société dans laquelle on est. Et donc là, on retrouve un peu des logiques, donc ce sera intéressant de voir peut-être dans les mandats de ces instances, dans ce qu'elles ont à traiter, et peut-être le fait que le tribunal administratif, nous, on le voit vraiment comme un acteur qui est plutôt proactif sur ces questions, parce que c'est une instance, je sais pas, tu vois, comme elle régule le public. Je suis pas juriste, donc là, je vais partir dans du vrai freestyle en termes de termes. Mais pour moi, peut-être qu'en fait, comme elle check le public, elle se sent une légitimité d'intégrer ces composantes politiques plus facilement qu'un juge du tribunal judiciaire, un juge en plus de mise en l'état, parce qu'on est sur des questions de procédure, on n'est même pas au fond, à qui tu vas demander est-ce que Total doit arrêter les énergies fossiles? Tout de suite, c'est vrai que si tu te mets à l'échelle d'un être humain, d'un coup, je me dis c'est plus du tout le même débat, même pour eux en fait. Je vais juste rentrer dans des questions positives, j'ai bien senti que... ouais, c'est ça, que c'était trop dur. Et après, il y a évidemment l'enjeu de donner la parole aussi à la salle. Mais juste par rapport aussi à ce que tu disais, les magistrats ou les membres de la CNIL qui sont amenés à examiner vos plaintes, en fait, ce sont des êtres humains. Il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce que vous ressentez? J'imagine que vous n'avez pas des confidences en off avec ces personnes-là, mais qu'est-ce que vous ressentez de l'impact et de la différence entre un recours que vous feriez, une plainte que vous déposeriez sans la publiciser et sans 10 000 ou 2,3 millions de personnes derrière, et à l'inverse de quelque chose qui est porté massivement et dont le magistrat ou le membre de la CNIL amené à se prononcer ensuite là-dessus sait que potentiellement ça va avoir beaucoup plus de résonance. Est-ce qu'ils sont hermétiques à cette pression-là selon vous, ou est-ce que ça augmente les chances de réussir? Non, je pense que ça augmente quand même. Je pense que ça met une pression politique, ça c'est sûr. Typiquement, les contentieux qu'on a fait pour arrêter les drones, alors même s'ils n'étaient pas à 10 000, c'était en plein dans le mouvement contre la loi de sécurité globale, et ça a mis une pression, j'ai l'impression, sur le Conseil d'État, la CNIL, le Conseil constitutionnel qui à la fin a censuré l'autorisation pour la police d'utiliser des drones. Donc je pense que ça joue quand même. Après, les magistrats et les conseillers, c'est des humains, oui, mais nous on est souvent quand même contre le Conseil d'État. C'est quand même une institution hyper spécifique, extrêmement proche du gouvernement, à un niveau élitiste extrêmement haut. Tout ça, c'est quand même un très petit monde, donc il y a quand même un... Déconnecté des enjeux. Totalement déconnecté des enjeux, et en plus, j'ai l'impression que sur la sécurité, il y a un espèce de truc où je ne sais pas si vous l'avez sur l'environnement, mais que nous, on est vus comme des fous qui ne veulent pas de vidéosurveillance dans la rue, que l'État veut plus, et que eux, le Conseil d'État, ils sont au milieu pour arriver au bon entre les deux, enfin au bon milieu entre les deux, quoi. Et que leur rôle, il est là, mais en fait, le milieu, c'est toujours méga sécuritaire. Et moi, franchement, pour avoir croisé des membres de la CNIL ou même des membres du Conseil d'État, il y a une espèce de dépolitisation complète de leur pensée. Je pense, objectivement, je pense même qu'il n'y a aucune pensée politique chez ces gens, ou alors je sais pas, c'est tellement consubstantiel à leur formation, quand on leur parle et qu'on les voit à côté du contentieux, il y a une espèce de truc de
de refus de l'enjeu politique, quoi. Ou alors il est caché et c'est méga libéral autoritaire, mais moi j'ai vraiment l'impression quand on leur parle, on leur dit ah ouais, vous vous rappelez, on avait fait un contentieux sur les drones et tout, et qui ne voient pas ce problématique, qui sont juste dans une espèce de vision tellement froide et technique du droit qu'il n'y a pas cette espèce de truc de former un humain à un problème sociétal, quoi. C'est de dire bah non, moi je suis conseiller d'État, t'as vu, j'ai bien respecté le droit, j'ai fait ce truc-là. C'était un contentieux très intéressant d'ailleurs, qui a donné lieu à une publication, machin, et t'as envie de dire non, mais c'est pas ça le problème c'est la surveillance de masse, quoi. Et le fait d'adosser par exemple des milliers de personnes, est-ce que ça permet je pense un petit peu. Après, j'ai quand même l'impression, et je trouve qu'on le voit par exemple sur les questions des soulèvements de la Terre, que peut-être qu'au bout d'un moment, ils englobent aussi dans ce côté militant, comme ils nous voient, hein, j'ai l'impression militant, enfin, trop militant, quoi. radicaux. Merci, radical, qui commence à englober aussi les gens qui nous soutiennent, quoi. Ce qui arrive un peu dans les soulèvements de la Terre finalement, où maintenant on est, je sais pas combien ils sont les soulèvements de la Terre, mais plusieurs milliers à être des militants radicaux. Et que nous, par exemple, la plainte contre la vidéosurveillance devant la CNIL, c'est une pensée tellement radicale pour eux de dire que peut-être il y a trop de caméras en France qu'ils n'arrivent plus à voir la pensée politique qu'il y a derrière ou le raisonnement juridique. C'est pas très... La question du nombre, elle trouve pas sa réponse devant les juridictions ou devant la CNIL, je pense. Elle trouve sa réponse dans le contexte politique qui est autour. Je pense que ça ne fait absolument aucune différence pour la CNIL quand on fait une plainte avec 10 000 personnes que quand on fait une plainte juste la Quadrature sur un petit sujet. Par contre, quand on fait une plainte avec 10 000 personnes, ça montre qu'on ne représente pas uniquement nous, mais toute une partie de la population, et donc on est légitime à porter cette critique. On peut apporter cet élément d'autres manières. Quand on fait des contentieux devant le Conseil d'État, on ne fait pas des contentieux avec 10 000 personnes devant nous. Mais par contre, on représente l'intérêt général, et ça c'est le plaidoyer qui fait ce travail-là, c'est montrer que la Quadrature, c'est pas 5 gus dans un garage. Cette expression de 5 gus dans un garage, ça avait été utilisé par Christine Albanel au moment de la loi Hadopi, pour justement dire que la Quadrature n'avait aucune légitimité à s'exprimer sur la loi Hadopi. Et c'est vieux, ce procès en délégitimation parce que vous êtes seul, vous ne représentez que vous-même, etc. Le fait d'avoir 10 000 signatures, ça permet effectivement de montrer qu'on n'est pas seul, mais il y a d'autres manières de le faire. Il y a d'autres manière de montrer que ce n'est pas une position des radicaux de la Quadrature, mais c'est une position d'autres personnes. On fait un énorme travail de vulgarisation de nos sujets, on écrit des articles, on participe à des colloques, on fait des réponses à la presse. Cette vulgarisation, le fait de faire passer le message et le fait d'inciter les personnes à parler de nos sujets, ça permet à la fin de montrer aux institutions, quand on va porter ces messages devant elles, que ce n'est pas la position de la Quadrature, mais c'est la position de l'intérêt général que porte cette fois-ci la Quadrature, mais finalement ça aurait pu être d'autres associations. Et sur la question des drones, ce qui était très intéressant, c'est que en 2020, quand on commence le contentieux avec les drones, on le fait avec la Ligue des droits de l'homme pour une question de signature. C'était quand même mieux d'avoir deux associations, une généraliste, la Ligue des droits de l'homme, et une un peu plus spécialisée. Mais finalement, c'était un contentieux qui était porté par la Quadrature et le raisonnement juridique venait de la Quadrature. 3 ans après, quand on était en mai dernier devant le Conseil d'État au moment du contentieux contre les décrets d'application de la loi qui les a légalisés ensuite, il n'y avait plus uniquement la Quadrature. Tu avais un collectif, une association de professeurs de droit, tu avais le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, tu avais la LDH toujours. Et donc, on voit que ces sujets-là, ils ne sont plus des sujets que de la Quadrature. Alors bon, sur la question des drones, finalement, on n'a pas réussi à faire suspendre le décret, mais tout ce travail de montrer que ça n'est pas qu'un sujet de quelques personnes perdues dans leur vie qui auraient une vision radicale et qui ne représentent absolument personne. Justement, ce travail-là, on l'a au quotidien pour essayer de faire porter cette parole-là. Elle ne va pas forcément passer uniquement par un nombre de signatures dans une requête. Non, oui, le nombre de signatures dans les requêtes, le nombre de gens sur une pétition, c'est plus là pour mettre, enfin, de mon point de vue, c'est de mettre les juges dans
dans un contexte où ils vont comprendre qu'il y a un débat public sur ces questions-là. C'est pour ça que quand je parle de hype climat environnemental, c'est que d'une certaine manière, les 2,3 millions de signataires de l'affaire du siècle, ils sont significatifs pour plein de choses, mais le débat, il était déjà d'une certaine manière un peu ancré, et donc la pression était déjà un peu préexistante pour les juges là-dessus. Sur le Conseil d'État, nous, dans le dossier Grande Sainte, qui est un peu le volet moins connu que l'affaire du siècle, mais plus passionnant et tout à fait complémentaire, le Conseil d'État a un peu ce rôle-là. On sent qu'il veut être la position la plus équilibrée, qui ne se fera pas juger par l'histoire avec un grand H, entre ce que dit le gouvernement et ce que disent les associations des scientifiques, avec du coup un espèce de flou entre les deux, que nous on n'a pas parce comme on est sur des choses beaucoup plus larges, l'action climatique, ok, mais dans quel secteur, comment, avec quoi, ce flou permet de créer du doute qui pour l'instant profite encore à l'État. Mais plus on va avoir un décrochage de trajectoire climatique, donc des impacts visibles, donc un débat public visible là-dessus, et moins ils seront dans une position un peu de confort. Là, pour l'instant, le flou, et du coup c'est pour ça que je trouve que ça répond à des logiques assez différentes, c'est que le fait que le Conseil d'État ou des instances disent « en fait, vous êtes mignons, moi, juridiquement, j'ai les bases pour faire ce que vous voulez. Par contre, scientifiquement, je ne suis pas un scientifique, donc le gouvernement, il me dit avec une super étude BCG, avec des graphiques de l'enfer, on ne comprend pas la méthodologie, que si leurs mesures, elles vont permettre d'atteindre les objectifs à 2030, vous, les associations, vous arrivez avec une étude carbone 4 qui est pas mal, mais franchement, c'est pas au niveau de BCG en termes de complexité. Je fais confiance à qui pour savoir si les mesures, elles sont suffisantes? Et donc, nous, dans les contentieux climatiques, c'est plus, du coup, le Conseil d'État cherche qui est cet acteur de référence qui va lui permettre de trancher. Et donc sur la question de climat, il a décidé que ce serait le Haut Conseil pour le climat. Donc ça change aussi un peu la dynamique. Là, on va devoir fliquer le Haut Conseil pour le climat pour être sûr qu'ils ne se font pas infiltrer de l'intérieur, qu'ils restent ambitieux, qu'ils restent pertinents sur les questions où les juges les attendent et tout. Et donc, en fait, voilà, comme on est sur des choses plus larges, il y a une espèce de flou qui est un peu différent. C'est pas on interdit ou pas tel drone, c'est quelles mesures on prend. Et si, avant qu'effectivement on passe à la salle, peut-être un dernier truc, et c'est un peu mon dada, mais que ça soit au niveau des actions locales ou au niveau de pourquoi les bénévoles viennent chez nous, c'est toujours cette question de... c'est pas des gens qui se posent la question de l'efficacité d'utiliser le droit comme outil. C'est plus des gens qui ont envie d'utiliser le droit comme outil et qui cherchaient un espace pour le faire. Et du coup, là, je rejoins pas mal au final l'introduction sur aussi la dynamique que vous avez créée il y a hyper longtemps là-dessus, c'est exactement ça. Alors là, c'était plus des juristes que des non-juristes, mais c'est de se dire il manque un espace dans la société civile pour se poser ces questions ensemble, pour monter des dossiers juridiques ensemble et pour les porter en tant que campagne aussi avec une expérience qui va s'accumulant. Ça, c'est vraiment pour ça que les gens viennent, nous, en tant que bénévoles chez nous, et c'est quand on demande aux gens qui portent vraiment dans des dynamiques de collectifs citoyens, etc., au niveau local, pourquoi ils ont utilisé l'outil du droit, au-delà de on a fait des manifs, on a écrit au maire, c'est le déni de démocratie qui nous a motivés. C'est le fait de ne pas être entendu, de sentir qu'on nous dit faut respecter les institutions, il ne faut pas trop s'énerver, et en même temps, on a balisé tous les autres espaces. Donc celui-là, il était moins utilisé, on va l'utiliser. Par contre, il faut être extrêmement vigilant, et c'est pour ça que je pense que c'est important de se parler, c'est que c'est un espace qui va se boucher très rapidement aussi. Si on ne pense pas les enjeux ensemble, c'est-à-dire c'est pas le climat qui passe au-dessus du social ou au-delà du question de liberté individuelle, c'est comment on arrive à montrer que c'est des enjeux qui sont cohérents ensemble et à faire comprendre aussi aux tribunaux, aux différentes instances qui vont commencer à se fermer que derrière l'opposition elle devient beaucoup plus massive et que la cohérence du monde qu'on veut voir advenir elle devient beaucoup plus claire aussi entre nous. Et pour finir du coup sur ma dernière intervention là-dessus, sur note positive, c'est que je ne sais pas si c'est vrai du point de vue des autres mouvements sociaux, mais du point de vue du mouvement climat, c'est une des particularités du mouvement climat en France par rapport à d'autres mouvements climat dans d'autres pays, c'est cette volonté de dire on ira peut-être moins vite, mais par contre on a envie de créer des liens avec d'autres mouvements sociaux, de lier des enjeux ensemble, quitte à ce que ça nous prenne plus de temps. En fait, on va discuter pendant des années avec les syndicats pour essayer de comprendre c'est quoi le socle commun. Pendant des années, ça va pas marcher. Par contre, quand ça va commencer à émerger, ce sera fou.
Et en fait, c'est aussi ce logique un peu de long terme qui peut être frustrante avec le juridique, mais qui est intéressante parce que du coup, ça le replace aussi un peu à des échelles de vie humaine, de dire qu'on ne va pas régler tout seul le problème, mais on va participer à la résolution sur le long terme. Merci. Du coup, je propose qu'on a déjà parlé longtemps, donc l'idée c'est aussi de, voilà, de partager vos questions, n'hésitez pas. La première question est toujours un peu impressionnante, il faut se lancer. On peut regrouper les questions aussi. Merci. Bonsoir, merci beaucoup déjà. Moi, c'est une question qui portera sur les questions de sécurité. Mais pour partir de ce qui a été dit sur les questions de climat, où c'est un mouvement qui est plus jeune, mais qui a déjà identifié qu'il y avait différents acteurs au sein de l'État à cibler pour mener une stratégie juridique. Et en matière de sécurité, on a l'impression que c'est plus une boîte noire. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est votre expérience en la matière, mais je m'interrogeais sur voilà, comment est-ce que vous identifiez les différents acteurs et comment est-ce que vous pouvez expliquer que, par exemple, même quand vous allez taper jusqu'au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, quand ça arrive au niveau national, en fait, ce qui est une victoire se transforme en défaite, finalement, enfin, sans vouloir exagérer, mais voilà, est-ce que c'est vraiment un gros bloc monolithique en matière de sécurité, pour le coup, ou est-ce que vous identifiez quand même une pluralité d'acteurs et quelque chose à affiner en la matière? J'ai pas l'impression de voir. Enfin, c'est vrai que je serais plutôt dans l'avis du gros bloc monolithique. Après, peut-être que j'y réfléchisse plus. J'ai quand même tendance à mettre la CNIL effectivement dans tout le positivisme de Bastien légèrement à côté. C'est vrai que c'est des gens qui toffent là-bas parce que ils sont intéressés à la vie privée, aux données personnelles, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a plus de mouvement là-bas. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait les plaintes là-bas, quoi. Qu'il y a peut-être quelque chose à jouer. Plus que le ministère de l'Intérieur, hein, où clairement là ça sert à rien, et ensuite les autres ministères on les voit moins, donc j'ai plus cette impression de bloc monolithique, surtout que et même on le voit même chez les parlementaires, et même chez les parlementaires d'opposition, de l'opposition, quand tu arrives sur les notions de terrorisme, enfin, des affaires extrêmement sordides et hyper dures, plus personne n'ose, enfin, tu y arrives, mais c'est quand même beaucoup plus dur de montrer de l'opposition, quoi. Tu vois, le sujet que donnait Bastien, notamment sur, je pense qu'il y a tout un truc sur la surveillance des messages privés, d'accord, qu'on s'échange via WhatsApp, qui sont chiffrés, machin. Bon, bah là, l'argument de l'État pour faire sauter ça, c'est la pédopornographie. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'après, ça va être hyper compliqué le débat, c'est que on se retrouve avec l'État en face qui nous accuse de choses extrêmement graves. Si je prends l'affaire que donnait Bastien notamment tout à l'heure à la Cour de justice de l'Union européenne, les débats ils étaient très très durs, quoi, parce qu'en face, tu as tous les services des États qui viennent te donner des exemples précis de cas pénals atroces où la surveillance massive les a aidés à résoudre un cas, et ils te disent, vous voyez, la quadrature, ils veulent pas que la petite fille sorte, enfin, tu vois, des trucs comme ça, et ça, je trouve ça assez dur, même très difficile, et c'est peut-être là où il y a cette différence, ce blocage d'acteurs à voir. Sur la question de pourquoi on a eu une victoire en Union européenne et une défaite au niveau français, Bastien connaîtra mieux que moi, mais c'est parce que tu arrives dans ce qui s'appelle la guerre des juges, et que le Cour de justice de l'Union européenne commence à dire des trucs sur la vision de la sécurité nationale, comment la France devrait voir sa sécurité nationale, et que, évidemment, côté gouvernement / Conseil d'État, parce qu'il y a quand même une entente entre les deux, de voir le juge européen qui te dit vous vous trompez sur un aspect de sécurité nationale, c'est pas possible, et du coup c'est pour ça qu'ils arrivent par des espèces de couloirs juridiques extrêmement sinueux à transformer notre victoire en défaite. Mais Bastien, tu... Sur cette question, tout à l'heure, on disait que souvent dans les contentieux, tu as le gouvernement qui a une position d'un côté, et puis les requérantes, donc les organisations de la société civile, qui ont une position plus radicale. Sur cette question de la surveillance sur Internet, l'institution qui avait une position radicale, ça devenait la Cour de justice de l'Union. Et c'était très, très bizarre, parce que le Conseil d'État, sur ça, s'est retrouvé à mettre dans le même panier la Quadrature du Net et la CJUE,
parce qu'en fait on disait à peu près la même chose, sauf que le Conseil d'État a essayé de faire la synthèse entre les deux. Et vraiment dans le communiqué de presse du Conseil d'État, et ensuite dans des prises de position publiques de Conseil d'État, il y a une sorte de fierté d'avoir fait la synthèse entre les deux. Et donc on fait une synthèse de ce qu'a dit un juge, et donc comme le disait Martin, c'est vraiment, ça s'inscrit dans une guerre des juges. Ensuite, sur la question du pouvoir, enfin de la connaissance en 2015, quand on commence à faire du contentieux, un des objectifs c'était d'apprendre aux juges ce qu'il fallait savoir d'Internet. Donc ça venait aussi de la manière dont le contentieux à la Quadrature avec d'autres associations amies s'est monté. Et donc nos premiers objectifs dans les premiers contentieux, c'était d'expliquer aux juges que là, ce qui se passe, voilà comment marche Internet, et donc il faut en tirer les conséquences. Aujourd'hui, cette connaissance, elle est assez diffuse dans les institutions, et c'est vraiment des questions politiques qui font qu'on va aller dans un sens ou dans un autre, et ça place le Conseil d'État dans une position d'acteur politique qui ne fait quasiment plus du droit, qui fait vraiment de la politique. Il a décidé d'aller dans tel sens, et il comprend très bien les enjeux. Il va ensuite essayer d'enrober sa décision politique par un habillage juridique. Nous, on essaie presque de faire la même chose en vrai. On utilise le droit dans notre sauce, on l'interprète dans tel sens parce que ça nous arrange. Au moins, nous, on assume notre caractère politique. Bonsoir, merci beaucoup, c'était passionnant. Moi j'aimerais revenir sur plutôt la première partie de discussion, quand vous parliez des recours qui s'écrivaient à plusieurs mains, ou du fait de lier le contentieux, le plaidoyer, la mobilisation citoyenne. Et moi c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, mais en fait on est souvent vachement limité par le temps, les moyens humains, les finances, le fait, un peu ce que vous disiez, mais que la stratégie adverse, c'est quand même de nous perdre constamment dans des détails, de nous faire perdre du temps, de l'énergie, parce qu'ils en ont plus, en fait, ils ont plus de moyens que nous. Et du coup, je me demandais si vous aviez peut-être des éléments un peu plus pragmatiques de comment vous fonctionniez à ce niveau-là. Est-ce que c'est beaucoup de bénévolat? Est-ce que c'est une force principalement salariée? Comment on relie le plaidoyer, la mobilisation citoyenne, le contentieux, pour les faire vraiment s'ancrer dans une même dynamique. Voilà, si vous avez des exemples un peu plus concrets là-dessus. Nous, notre affaire à tous, vraiment sur du pratico-pratique, et tu m'arrêtes si c'était pas du tout le sens de ta question, c'est une toute petite équipe salariée de 5 personnes qui, du coup, travaille et orienté un peu, comme d'hab, comme les assos, par un conseil d'administration de gens qui sont plutôt des fondateurs de l'asso, plutôt des bénévoles très actifs qui sont montés au conseil d'administration, donc des gens qui connaissent l'asso très bien, ou des gens qu'on a considérés être un peu des vigies pour nous orienter dans certaines réflexions, comme la porte-parole des Gilets jaunes, etc. Et après, nous, on fonctionne vraiment avec un réseau de bénévoles, mais qui ne sont pas des bénévoles au sens classique. C'est pas l'équipe salariée qui va leur dire quoi faire, c'est plutôt des gens qui ont fondé l'association au départ avant qu'elle ait des salariés et qui ont créé des groupes de travail sur tout un tas de thématiques. Droit de la nature, inégalité environnementale, multinationale, etc. Et qui en fait s'organisent vraiment en autonomie entre eux en disant moi ce sujet m'intéresse, je vais aller le gratter dans cet espace et essayer d'en discuter comme ça dans ces groupes de travail. Le but n'est pas que les choses émergent. Il n'y a pas de il faut que dans 6 mois vous ayez pondu un rapport ou une action en justice, c'est vraiment des choses sur le temps long. Par contre, le problème c'est que quand ça émerge dans les groupes de travail, les bénévoles donnent du travail à l'équipe salariée, alors que nous on n'avait pas forcément prévu, on avait déjà un bon 60 heures bien organisé. Et que là d'un coup, on nous dit attends, on a un super contentieux sur la question des prisonniers et du climat, ça va être vraiment trop bien, ça va être super fort et en termes de campagne on peut faire ça, etc. Et là c'est compliqué de dire non. Donc effectivement, on est épuisé aussi clairement par les manœuvres dilatoires des acteurs en face de nous, mais on est épuisé aussi parce que, pour des bonnes raisons, c'est que
la manière dont on a décidé de travailler, de penser l'innovation, de travailler avec des gens qui sont juristes, pas juristes, scientifiques, experts de ceci et de cela, bah, en fait, ça fait émerger aussi beaucoup de choses. Donc c'est aussi une fatigue que je trouve positive, c'est-à-dire qu'il y a une richesse, il y a des projets qui émergent tout le temps. Par contre, effectivement, s'il y a des financeurs multimillionnaires dans la salle et qui veulent nous donner un peu d'argent pour qu'on ouvre des postes en plus et qu'on ne soit pas 5, je dis pas non. J'aime bien la question parce que c'est vraiment ce qui m'a surpris, je crois, en travail à la Quadrature. De manière hyper pratique, nous, on n'est pas beaucoup et on ne cherche pas à être beaucoup pour justement avoir cette capacité d'agir vite. On est 6, 7 salariés, 8 salariés et allez, une quinzaine de membres actifs, on va dire. Donc c'est assez peu quand même, membres bénévoles du coup. Et typiquement, là-dedans, il y a un groupe contentieux de 4, 5, 6 personnes, quoi. Et donc les personnes du groupe contentieux qui vont avoir un contentieux qui les intéresse ou qui vont penser dire ah ben, on fait cette campagne-là, là on pourrait faire ce contentieux-là, on va vraiment essayer, enfin en gros le fonctionnement est hyper horizontal, donc on a un forum en commun tout simplement, où alors on s'appelle et on dit bah voilà ce serait intéressant de faire ce contentieux, ou quelqu'un qui n'est pas juriste dit bah je sais pas, je pense enfin, des sujets qu'on a en ce moment, mais de dire bah, voilà il y a ce sujet-là, moi j'aimerais bien qu'on arrive à un moment à faire un contentieux, qu'est-ce que vous en pensez, on en discute ensemble. On décide de la modalité ensemble aussi, quand même, assez ouvertement, enfin assez ensemble, publiquement, et ensuite on va voir les personnes motivées pour écrire le contentieux. Ce sera souvent des juristes, mais on va souvent aussi demander à ce que des non-juristes viennent relire ce qu'on écrit, quoi. Et très concrètement, on ouvre un pad, l'équivalent d'un Google Doc, mais libre, quoi. Enfin, pas Google. Et on l'écrit tous ensemble pendant le temps que ça prendra. Souvent, ça prend en gros une semaine. C'était souvent la nuit, mais en même temps, ça donne un aspect assez festif, assez sympa. Il faut être bien geek du droit, hein, je préviens quand même, parce que c'est 5 personnes autour d'une pizza à geeker sur du droit, mais en même temps, c'est hyper cool et hyper enthousiasmant. Et ce qu'on essaie de faire depuis assez récemment, c'est que les communiqués de presse qu'on fait sur les actions juridiques ne soient pas rédigés par des juristes. Pour justement avoir un espèce de truc, et du coup, bah, toi tu l'as fait avec Myriam, justement de former la personne, de voilà ce qu'on allait chercher, voilà le contentieux, et dis-moi, enfin, essayer d'écrire un truc pour voir ce que tu en as pensé. Bon, hyper concrètement, ça se passe comme ça. Si je ne me trompe pas, c'est la même chose à notre affaire à tous, c'est que les communications vers l'extérieur ne sont pas rédigées par des juristes, justement pour vulgariser, pour rendre accessible ce qui est fait. Non, du coup, c'est un peu décalé. Enfin, oui et non, mais du coup, c'est effectivement, nous, c'est pas tant sur le travail sur le mémoire. Les mémoires sont plutôt quand même 99% rédigés par des juristes qui sont organisés dans chaque contentieux qu'on mène. Il y a vraiment des groupes de travail. Donc, le groupe de travail juridique va quasiment écrire 99%. Il y aura un peu de relecture par des non-juristes selon les contentieux, mais ça dépend vraiment de l'intérêt des gens qui gravitent autour, pour dire bah là j'ai pas compris, ou tel argument on pourrait les étayer. Mais du coup la contribution des non-juristes est peut-être plus sur le fait de dire il y a un rapport qui dit ça sur de l'expertise scientifique et tout. Par contre sur la partie campagne, beaucoup plus cette logique-là. Moi je suis pas juriste, j'ai jamais fait de droit, et donc du coup mon boulot essentiellement est de poser des questions aux juristes, de les accompagner dans leur travail, de comprendre foncièrement ce qu'ils ont essayé de faire et pourquoi c'était passionnant de traîner 3 heures autour d'une pizza sur une virgule et demie. Et de me dire c'est pas débile, c'est pas geeky, au contraire il y a un débat passionnant s'ils y ont passé 3 heures, mais par contre de me dire c'est pas comme ça que je l'aurais formulé, voilà moi ce qui m'a intéressé, ce qui peut intéresser les gens au vu de notre compréhension collective, des débats actuels, et donc effectivement que les communiqués de presse et autres soient un travail partagé entre juristes et non-juristes pour dire c'est quoi finalement qu'il y a d'intéressant dans ce qu'on est en train de faire, et pourquoi les gens devraient s'y intéresser, en parler, ou pour les médias, quand c'est un communiqué de presse, pourquoi est-ce qu'ils devraient relayer. Pour compléter ce que disait Martin, nous on est donc une quinzaine de membres plus 8 salariés. Par contre, on essaie de s'entourer énormément de personnes. Alors, il y a du coup les bénévoles qui vont vouloir nous donner des coups de main ponctuellement, donc on essaie de les guider quand on y arrive, quand on a les ressources. On essaie aussi de s'entourer de personnes qui ont un rôle politique ou scientifique, ou en tout cas qui ont quelque chose à apporter. On va les voir, on les invite sur notre forum. Donc
on a un forum interne, mais en fait avec deux espaces, deux cercles dans lesquels les messages ne vont pas être accessibles à tout le monde. Il y a un cercle un peu restreint, on va prendre des décisions stratégiques, mais sinon, toutes les discussions qu'on peut avoir sur de la veille, sur de l'analyse, etc., on le fait au-delà des membres et salariés de la Quadrature, avec les personnes qu'on a identifiées, qu'on veut intégrer à nos discussions. Voilà. Ah si, un autre point, en France, le contentieux, il est très peu organisé autour des questions techniques, ce qui est beaucoup moins le cas au niveau de l'Union européenne. Quelque chose qui m'a assez surpris, c'est que donc le mois dernier, on était devant la CJUE pour la question de la Hadopi, donc un vieux dossier qu'on traîne depuis des années et qui s'est mis à être accéléré. La CJUE nous a posé un certain nombre de questions très techniques, et là, dans ces cas-là, on était hyper heureux d'avoir cette communauté de non-juristes qui peuvent expliquer aux juristes qu'est-ce que ça implique une adresse IP, quelle information on peut en tirer, comment on peut faire, comment on peut recouper des informations entre elles sur la question et avoir des informations sur le contenu d'une communication. Voilà, toutes ces questions qui sont techniques mais qui vont avoir des implications derrière juridiques, elles sont souvent posées, elles sont pas posées en France. En France, tu peux avoir une mesure supplémentaire d'instruction où c'est la juridiction administrative qui va te poser des questions, mais c'est quasiment jamais utilisé. Au niveau de l'Union européenne, ça l'est beaucoup plus, et donc ça change aussi la manière de faire du contentieux, et ça nous permet, nous, sur nos sujets, d'impliquer beaucoup plus de non-juristes dans les contentieux qu'on fait au niveau de l'Union, alors qu'au niveau français, souvent le Conseil d'État a sa manière de voir les choses et nous pose vraiment assez peu de questions. De temps en temps, on pose au gouvernement, et donc là où on va devoir vulgariser, c'est par rapport aux bêtises du gouvernement, mais pas par rapport aux questions du Conseil d'État. Donc moi je suis Boris Martin, un ancien de Juriste Solidarité. Du coup j'ai la distance historique. Mais juste pas vraiment des questions, c'est plutôt des remarques. Parce que je trouve que toi tu rappelais, Jean-Claude, tout à l'heure justement l'arrêt de Juriste Solidarité. Et puis les questions sur lesquelles on avait travaillé. Enfin, je trouve qu'il y a un point très intéressant entre les SOS agriculteurs en difficulté, qui était par exemple un des combats que l'on mettait beaucoup en avant à l'époque. Et quand on fait le pont 10 ou 15 ans avec le travail que vous faites sur la surveillance policière, je trouve que c'est un bond énorme et en même temps qui revivifie totalement l'objet de Juriste Solidarité, qui met un lien très fort entre toutes les réflexions qu'on pouvait avoir, qu'on continue d'avoir et qu'on veut continuer à avoir, et les questions sur lesquelles vous travaillez. Bon, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je ne sais pas très bien comment vous travaillez, Quadrature du Net, etc. Mais la question qui me traversait l'esprit, c'est peut-être une opposition, je ne sais pas, mais entre l'impression que l'affaire du siècle, c'est ça, vous êtes hyper sur un travail juridique avec des juristes, et de cette manière-là, comment les citoyens derrière sont perçus. En gros, est-ce qu'il y a une appropriation du droit, tout simplement parce qu'il y a 2,3 millions de personnes, je crois, qui ont signé une pétition? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y a vraiment une appropriation du droit? J'ai l'impression que c'est un peu plus fort dans la Quadrature du Net, ce souci d'associer les non-juristes à vos démarches, même si, et c'est peut-être la distance du temps, mais j'ai l'impression qu'il y a une juridicisation de la société encore plus forte, peut-être qu'il y a 15 ans, 20 ans, que le combat est encore plus dur. Ce que tu disais tout à l'heure, Didier, l'image du monolithe, hein, le monolithe du droit, et d'être confronté à des gars du Conseil d'État hyper... voilà, j'ai l'impression que le travail juridique, le travail judiciaire, il va être encore plus dur. Et la question que je me pose, c'est, voilà, est-ce que c'est... la difficulté qui va se poser, finalement, ça va être un travail de juriste pur et dur, les uns contre les autres.
entre les militants, juristes, hyper militants, et les juristes hyper durs, pas militants du tout, même pas politiques, simplement administratifs, simplement objet du système, on va dire, c'est un petit peu le sens de ce que tu disais. Et bah, la victoire citoyenne, si on doit parler de victoire citoyenne, en tout cas, comment on va sortir de cette opposition de bloc à bloc, finalement, si ça se passe sur le droit et que finalement c'est les administratifs ou les conseillers d'État, on va dire, pour faire court, qui gagnent. Pardon, j'ai été trop long déjà. Je pense que ça se passe vraiment jamais sur le terrain uniquement du droit, même quand les gens pinaillent sur des détails, mais après on peut du coup avoir des expériences super différentes. Et comme je suis pas juriste, je pourrais pas m'aventurer du tout sur vos retours d'expérience à vous. Nous, il n'y a jamais un détail, même de procédure, qui est purement de procédure et qui vraiment va faire tilter le juge. C'est-à-dire que les questions, les manœuvres dilatoires, les questions de procédure très techniques, qui sont vraiment pas pertinentes, c'est pas celle-là qui crée des blocages. Nous, notre affaire à tous, on est sur un terrain qui est très juridique parce que c'est une association qui est montée par essentiellement des gens qui étaient des professionnels du droit ou qui gravitaient là-dedans. Et aussi parce que, encore une fois, tu vois, les 2,3 millions de signataires, je considère pas que c'est... C'est pour ça que moi, je trouve que c'est assez anecdotique. Enfin, c'est filmé, j'aurais jamais dû dire ça, je vais me faire taper sur les doigts. C'est assez anecdotique dans le sens, je considère pas que les gens qui ont signé se sont dit, d'un coup j'ai compris le sens des contre-pouvoirs, que le climat il fallait faire ceci. C'est une manière de peser un peu plus dans les rendez-vous plaidoyer, etc. Et encore, on a eu un rendez-vous avec le gouvernement à l'époque et puis plus jamais depuis. Donc c'est pas non plus ça qui est déterminant. Du coup je me suis un peu perdue dans la question. Mais nous on est sur du juridico-juridique parce que on considérait justement qu'il y avait besoin de ce curseur pour savoir placer la vérité dans ce qui allait se passer. On a pris des engagements, l'État ne compte pas les tenir, comme il compte pas tenir la plupart des engagements qu'il fait aux citoyens. Donc la question, c'est comment on allait les piéger sur ce terrain du droit. Par contre, effectivement, le terrain du droit, c'est pas la panacée, et si on commence, je parle sous le contrôle des gens qui sont dans le CA, etc., mais j'imagine que si un jour on se retrouve dans les tribunaux à pinailler depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans sur des trucs vraiment purement juridico-juridiques, des espèces de failles, de manœuvres dilatoires, on partira. On considérera que c'est plus le bon véhicule juridique, qu'il faut plus de mobilisation citoyenne ou d'autres leviers en complémentarité autour qu'on n'a pas réussi à activer. Mais pinailler effectivement sur des petits trucs, ce sera jamais notre credo. Mais pour l'instant, nous, c'est pas le cas. C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir le retour d'expérience d'autres, c'est de se dire, c'est quand même à ça qu'il faut se préparer, c'est qu'on soit emmené dans un tunnel de débats qui sont pas là, enfin qui sont pas les débats qu'on a envie d'avoir. Ouais, je rejoins sur le risque aussi des espèces de petits milieux d'experts. Moi, j'ai souvent ressenti ça justement dans les points de détail du texte sur les données personnelles RGPD, où il y a presque au bout d'un moment un plaisir de retrouver presque son adversaire parce qu'on parle la même langue, on a la même technicité, et même ce danger de dire ah oui, les 4 pixels du drone sur l'article 9 du 3, et tu comprends ce que je te dis, il y a une sorte de plaisir à être ensemble, de se comprendre là, et on presque oublier que c'est un adversaire en fait, enfin, ça l'est quoi. Et ça se voit, je trouve, concrètement, rien que dans le décor de la justice, ce truc de porter le combat des drones, par exemple, au Conseil d'État, où dehors, ça parle manif et cassage d'abribus, etc. Donc c'est un mouvement social réjouissant et violent. Et tout d'un coup, on se retrouve en salle de Conseil d'État, avec, on n'a plus le droit de parler, on est assis, il y a des beaux fauteuils en velours rouge, il y a le rapporteur public, et on rentre dans une espèce de sagesse ou de silence administratif, quoi, qui je trouve, ouais, c'est un peu le risque, effectivement. Et moi, le seul moment où j'ai senti un dépassement là-dessus, c'était quand même justement cette mobilisation citoyenne, parce que sur les drones, il y avait ce truc où il y avait en même temps les manips de la sécurité globale. Les drones n'étaient pas tellement dans le sujet, et je pense que nos contentions ont aidé à les mettre dans le sujet médiatique et politique. Du coup, on voyait des gens qui avaient des pancartes contre les drones dans les manifs, et c'était cool, parce qu'on avait vraiment l'impression ouais, on avait réussi cette fois-ci à un peu dépasser le débat juridique technique.
Et on en parlait aussi en préparant la soirée, mais il y a aussi des contentieux qu'on perd juridiquement sur la technique juridique, mais qu'on gagne médiatiquement et politiquement. Et nous, on avait l'affaire d'un truc qui s'appelle Alicem, c'est une application d'identité numérique en ligne qui passait par la reconnaissance faciale. Et en fait, en lançant un contentieux sur un point très précis de droit, ça a eu un espèce d'emballement médiatique puis politique qui fait que, avant même que le Conseil d'État rende sa décision, on avait gagné et que l'administration a rejeté son projet. Et que du coup, c'est rare, mais que du coup, il y avait ce truc de justement dépasser le débat technique. Ah, on n'est plus entre experts, en fait, c'est tellement fort que l'administration, elle a abandonné avant même la décision technique, qu'on a perdu d'ailleurs devant le Conseil d'État. Mais ça, je trouvais ça hyper enthousiasmant. Et puis aussi, ce qu'on observe, c'est qu'en face, il y a énormément d'hypocrisie, de manière de présenter les choses complètement biaisées, partielles. Et donc, sur ça, finalement, le socle sur lequel est construit un raisonnement juridique, en ce socle, il est complètement mauvais, on ne pourra jamais être entre experts et on aura toujours un élément politique dedans. À l'été dernier, on avait un contentieux sur la surveillance des réseaux sociaux, puisque tu as une loi de finances qui a autorisé le fisc à surveiller de manière automatique les réseaux sociaux. Donc on a fait un énorme plaidoyer pendant la loi, on a fait une portée étroite devant le Conseil constitutionnel, la loi a été validée, etc. Et au moment des décrets d'application, on est revenu. Mais notre idée, c'était d'aller devant la CGE parce qu'on savait que devant le Conseil d'État, ça ne marcherait pas. Et on savait que la manière qu'avait le Conseil d'État d'interpréter la loi, on allait perdre si on rentrait dans ce jeu-là. Eh bien, sur ça, l'administration, en face, racontait des bêtises. Elle construisait un raisonnement sur des éléments qui étaient techniquement faux et politiquement à des kilomètres de ce qu'on veut, nous, mettre en avant. La particularité de la Quadrature du Net, par rapport à d'autres associations, alors pas ici, mais à d'autres associations qu'on peut voir, c'est qu'on fait nos contentieux en interne. On ne demande pas à un cabinet qui ferait ça pro bono de nous faire le contentieux et ensuite il déposerait pour nous et il ferait tout ça pour nous. Vu qu'on écrit nous-mêmes nos contentieux, on peut mettre cet élément politique dans la construction de l'argumentaire juridique et avoir cette touche politique qu'il n'y aura pas en face. Parce qu'en face, l'idée, c'est de dépolitiser au maximum et de faire en sorte qu'on met en avant uniquement l'élément qui est OK et on passe sous silence tout le reste. Et donc, c'est là où je pense que ce risque est assez faible. On n'arrivera jamais à être entre experts parce qu'il y aura toujours cette dimension politique très importante dans les contentieux, parce qu'on fait des contentieux adossés à des campagnes politiques, parce qu'on sait que dans 90%, voire 95% des cas, on va perdre le contentieux, donc on ne peut pas baser une stratégie sur ce contentieux-là, parce que dans 5% des cas seulement, on nous dira « Ah oui, effectivement, vous aviez raison », mais dans tout le reste des cas, « Non, vous aviez tort, barrez-vous ». Donc il faut construire un discours politique qui prend en compte le fait qu'on a de fortes chances de perdre, et donc c'est pour ça que ce risque, je pense, n'arrivera pas, même avec une administration qui est de plus en plus de mauvaise foi, même avec un Conseil d'État qui fait de plus en plus de politique en enrobant de juridique, je pense que ce risque vraiment n'arrivera pas. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être? Pas de frustration. Les intervenants seront ensuite disponibles au bar, de toute façon, pour eux. C'est comme ça que tu penses toutes les questions qui n'ont pas été posées. Merci à toutes et à tous. Je crois que la soirée donc, se poursuit au comptoir. Qu'on voulait vous passer. Je vais passer le micro à Nicolas qui va vous parler un peu des perspectives de juriste et après Julie vous parlera aussi de comment nous suivre sur les médias. Bonsoir, merci à vous, c'était passionnant, c'était vraiment
chouette. Merci à vous d'être venus là pour cette première soirée. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la conférence, la discussion de ce soir s'inscrit dans un programme qu'on est en train d'élaborer, mais donc l'année prochaine, il y en aura régulièrement, avec le partenariat qu'on a avec le lieu ici, de rencontres de ce type, avec toujours la même logique qui sera de croiser des points de vue différents, enfin des activistes du droit, on va dire, mais qui sont engagés sur des terrains différents, qui ont des histoires différentes, et qu'on puisse échanger. Je crois que c'est ça qui était hyper intéressant ce soir. Donc ça, on va continuer. En plus, ça tombe bien parce qu'on peut faire ça en plus de toutes nos activités professionnelles. On est tous bénévoles. La Juriste Solidarité, il n'y a personne, donc on fait ça en plus. Donc pour le moment, on peut vous garantir qu'il y aura la répétition à partir de la rentrée avec un programme d'échange comme ça. Ensuite, on a 2 directions dans lesquelles on va essayer de travailler assez rapidement. Une première dimension qui est une dimension autour de la formation, et on aimerait créer des espaces à la fois peut-être d'éducation populaire autour de l'usage du droit et de la réflexion du droit, et aussi un espace où pourrait se concevoir des stratégies juridiques et contentieuses, un dojo du droit, voilà. Avec l'idée là aussi de réunir des tas de gens qui ont à la fois une expérience dans le maniement du droit, mais des points de vue complètement différents, liés à des luttes différentes, à des objets de mobilisation différents, etc. On croit beaucoup à ce décloisonnement, et donc cet aspect, je dirais, accompagnement, formation, on ne sait pas encore très bien quelle forme ça prendra, mais enfin, il y aura des actions en ce sens l'année prochaine. Il pourra aussi déboucher et se développer sur de l'accompagnement de certaines structures qui souhaiteraient qu'on réfléchisse avec elles sur concevoir une stratégie juridique et contentieuse qui s'inscrive dans leur mobilisation plus globale. Donc on a ces 3 pistes d'action. Celle qui est certaine, c'est celle des conférences. Et on vous donne rendez-vous pour la rentrée, pour le programme. Et je donne la parole à Julie. Ouais, simplement si vous voulez nous suivre, on est un peu sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Et on s'en sert pas mal pour l'instant pour aussi relayer plein d'actions différentes et essayer de croiser tous les mouvements, un peu faire ce qu'on a essayé de commencer à faire ce soir. Donc n'hésitez pas à venir nous parler sur les réseaux. Et puis là, il y a un bar, on a acheté quelques trucs pour l'apéro. Si vous voulez parler aux intervenants. Si les gens veulent laisser Il y a un cahier. il y a un cahier. Et oui, et il y a un cahier sur le bar si vous voulez laisser vos noms et continuer à être informés. Merci à tous d'être venus. Tout dernier truc, l'OIP, je travaille à l'Observatoire international des prisons, comme Prune d'ailleurs, qui a pris la parole tout à l'heure. Alors il y a un chapeau, on me dit. Ouais. Et puis sur le coin là, l'OIP déstocke des vieux numéros de sa revue de temps dehors. Et il y a un numéro de la revue qui est sur la question de l'entrée du droit en prison. Donc il a 15 piges, mais enfin vous pouvez le prendre, c'est gratuit. Vraiment Prune, elle a vu les mêmes histoires. C'est parfait.